Emmanuel Linco, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui avec vous, nous allons parler des enjeux de l'influence de la France dans le monde chinois. Vous êtes sinologue, spécialiste de l'histoire politique et culturelle contemporaine de la Chine, enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Paris, et également chercheur associé à l'IRIS, au sein de laquelle vous co-dirigez la revue Asia Focus. Vous avez écrit de nombreux ouvrages dont Chine, une nouvelle puissance culturelle, Soft Power et Sharp Power, aux éditions MKF. Vous sortez en avril Géopolitique du patrimoine, l'Asie d'Abu Dhabi au Japon. Vous travaillez aussi sur la relation entre le monde chinois et le monde musulman et vous sortirez un ouvrage d'ici la fin de l'année 2021 sur ce sujet. Enfin, vous dirigez la société de conseil Signe et Stratégie spécialisée en intelligence culturelle, notion sur laquelle nous aurons peut-être l'occasion de revenir durant cet entretien. Bref, vous êtes un interlocuteur particulièrement pertinent pour le Club France Initiative. C'est d'autant plus vrai que le monde a basculé vers l'Asie et qu'il est donc stratégique pour la France de se positionner, ou plutôt de se repositionner dans ce nouveau contexte. Alors, première question, Emmanuel, comment jugez-vous l'état de l'influence française dans le monde chinois? Estimez-vous que la pandémie actuelle aura des conséquences sur celle-ci? Alors merci de votre sollicitation. La réponse est d'emblée oui, c'est-à-dire que on le voit bien, la France qui est déjà un peu marginalisée dans le jeu de l'Union européenne au profit de l'Allemagne et surtout du fait du Brexit, va être amenée très vraisemblablement à se rapprocher des États-Unis. Et ceci, évidemment, pour trouver un interlocuteur de choix partout dans le monde, y compris évidemment en Asie, et tout particulièrement dans le monde chinois. Donc, il convient d'ailleurs, à mon avis, de distinguer ce que l'on appelle le monde chinois de la Chine proprement dite. Le monde chinois, évidemment, c'est toute l'Asie sinisée, ce qui offre a priori à la France et à l'Europe un champ d'intervention beaucoup plus vaste que la Chine elle-même, car comme vous l'avez dit, la conjoncture, il ne faut pas se leurrer, est plutôt mauvaise dans les rapports à venir qui s'écrivent et qui s'écriront entre Pékin et la plupart de ses interlocuteurs occidentaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement un impact, un isolement grandissant sur le plan diplomatique de la Chine, un isolement également observable côté occidental, c'est-à-dire un repli stratégique des uns et des autres, ce qui pour le moment n'exclut pas encore des possibilités de coopération au niveau économique, sans doute plus d'ailleurs dans des domaines aussi sensibles que le numérique bien sûr, et un découplage donc entre les aspects économiques, et de ce point de vue-là, la France a encore des atouts tout à fait considérables dans le domaine de l'agroalimentaire bien sûr, j'y pense d'emblée, découplage donc entre ces aspects économiques et les choix stratégiques. Et clairement, Emmanuel Macron le dit quasi explicitement, nous nous orientons de plus en plus, nous, la France, dans le ralliement au projet Indo-Pacifique, qui est un projet concurrent aux nouvelles routes de la soie. D'ailleurs, il y a fort à parier que ce projet des nouvelles routes de la soie va certes se poursuivre, mais en même temps va être revu à la baisse par les autorités chinoises elles-mêmes, c'est-à-dire que la Chine se recentre autour de son espace, je dirais, qui est le sien naturellement, hein, c'est-à-dire l'Asie. Et on l'a vu d'ailleurs il y a quelques semaines par la signature des accords du RCEP, qui effectivement confortent ce que vous disiez, c'est-à-dire un basculement irréversible de l'économie mondiale vers l'Asie. Alors Emmanuel Linco, vous avez déjà posé un certain nombre de constats, mais la question qu'on a envie de vous poser maintenant, c'est quels sont selon vous les atouts et les faiblesses de l'influence française dans le monde chinois? Alors, de ce point de vue-là, évidemment, et ça sera, je dirais, en réponse conclusive à votre question, ce que je dirais, la France seule ne peut pas grand-chose. Avec les Européens, elle pèse davantage, bien sûr, mais surtout avec les États-Unis. Donc, cette relation avec les États-Unis me paraît capitale, d'autant que la France, bon, évidemment, a des atouts majeurs, et nous le savons, déjà un passé, certes colonial dans l'espace chinois, mais qui compte, hein, avec le Vietnam notamment, mais aussi une présence toujours affirmée et importante en Polynésie française. Ne jamais sous-estimer cet espace qui est aussi vaste à lui seul que l'Union européenne,
qui possède bien sûr des ressources halieutiques, mais aussi très certainement des ressources de type terre rare. Donc, cela confère évidemment à la France un statut tout à fait particulier et ne jamais oublier que la France, deuxième puissance maritime du monde, est, étant donné le Brexit de surcroît, le seul pays européen en mesure et en ayant les capacités et les outils diplomatiques qui sont les siens, de parler, aussi paradoxal que cela puisse paraître, d'égal à égal, en tout cas dans les grandes instances internationales, et sur un pied d'égalité encore à ce jour avec la Chine. Donc il y a des atouts, mais en même temps une restructuration qui me paraît à terme tout à fait inévitable. Et je dirais l'autre point conclusif, mais qui nécessitera évidemment une préparation sur le plus long terme, c'est-à-dire donc se former, ce que j'appelle à l'intelligence culturelle, c'est-à-dire tout simplement s'ouvrir bien davantage aux réalités asiatiques. Et de ce point de vue-là, la France est de moins en moins bien préparée. Je le vois en tant qu'universitaire, alors que nous avons une tradition dans ce domaine, et prestigieuse bien sûr, que ce soit l'apprentissage des langues ou bien des civilisations, que sais-je encore, pour le monde arabe, pour le monde iranien, et chacun sait que l'Asie commence à l'est de la mer Égée, bien sûr, mais aussi pour le monde chinois. Et de ce point de vue-là, il y a un déficit grandissant et assez alarmant de l'élite dirigeante française et européenne d'une manière générale par rapport à l'Asie. C'est-à-dire, pour dire les choses autrement, les Asiatiques et les Chinois d'une manière générale en savent beaucoup plus sur nous que nous en savons sur eux. Donc, cette asymétrie doit être absolument comblée. C'est le travail des universitaires, mais aussi, je pense, des hommes d'affaires au sens large du terme, ceux qui ont pour affaire et pour champ de compétences l'Asie en particulier. Et je pense qu'il est urgent entre, d'une part, les élites dirigeantes politiques, économiques et les universitaires, qu'ils collaborent davantage autour de ce lieu qui, dans le monde, évidemment, est appelé à devenir un lieu de plus en plus important. Peut-être vous connaissez un exemple, un pays, notamment probablement occidental, qui puisse être un exemple pour la France dans sa relation au monde chinois. Il n'y en a guère. On est aussi mal lotis. On dit souvent que l'Allemagne sait mieux faire parce que ses industriels chassent en meute. Je ne suis pas sûr finalement qu'ils sachent mieux que nous. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est le fait par ailleurs, alors ça c'est peut-être effectivement quelque chose à travailler, c'est que la France en tout cas ne sait pas suffisamment à mes yeux utiliser au bon sens du terme les diasporas étrangères qui sont sur son territoire, sur ses territoires, y compris les territoires d'outre-mer. Quand vous savez que la communauté chinoise de France est la première de toute l'Europe, qui le sait, mis à part les statistiques, c'est-à-dire qu'elle n'est que très peu sollicitée, et c'est bien dommage parce que là, il y a des ressources évidemment, linguistiques notamment, qui sont tout à fait considérables et qui permettraient, une fois utilisées d'une manière synergique et d'une manière stratégique, d'être autrement plus pertinent justement pour percer les marchés du monde chinois. Il en va de même évidemment pour la diaspora vietnamienne. On a des atouts, mais ces atouts ne sont pas suffisamment mis en valeur, soit parce que l'on considère que ce sont des minorités donc marginales dans l'histoire de l'Hexagone, alors que c'est de moins en moins le cas évidemment, soit parce qu'il y a une réelle suspicion. Et on peut comprendre à leur encontre, évidemment, parce que la Chine et tout ce qui s'apparente à la Chine n'est pas forcément en odeur de sainteté, et a priori le sera de moins en moins d'ailleurs. Et justement, il faut garder raison et savoir distinguer qui fait quoi, qui est qui, c'est-à-dire donc utiliser le meilleur de l'humanité, même si ça peut paraître idéaliste, et en même temps être extrêmement vigilant sur la permissivité et le côté intrusif des autorités chinoises dans le champ de nos activités industrielles, dans les capacités aussi du régime communiste chinois
de pouvoir déstabiliser la France dans certains domaines industriels, ou bien de s'appuyer sur un certain nombre de lobbies. Partout en Europe, c'est exactement la même donnée qui est observable, et notamment dans la décision importante qui se prépare, celle de la ratification ou non par le Parlement européen des accords du 31 décembre dernier concernant les investissements chinois en Union européenne et réciproquement des investissements européens en Chine. Il y a fort à parier à Bruxelles et dans les grandes capitales européennes que les communautés chinoises au sens large du terme seront sollicitées et approchées par le régime chinois afin justement de faire un travail très activiste, justement, allant en ce sens. Donc, il faut être vigilant, mais en même temps utiliser le meilleur de l'humanité, parce qu'on sous-estime aussi que nombre de Chinois qui sont arrivés en Europe et en France en particulier ont pris goût pour la liberté. Hein. Donc, c'est un peu comme en amour. Hein. Une fois que vous l'avez goûté, vous pouvez difficilement y renoncer. Donc, il faut tenir compte aussi de cette réalité-là, bien sûr. C'est ce qui fait de la France un pays moderne, hein, un pays qui a une certaine idée juste de la globalisation. Dernière question. Bon, vous avez déjà lancé de nombreuses pistes depuis le début de cet entretien. Mais la dernière question qu'on a envie de vous poser, c'est finalement quelles seraient vos recommandations pour renforcer l'influence française dans le monde chinois? Mes recommandations seront peut-être abruptes, mais il s'agirait notamment dans l'équipe même de l'Élysée d'intégrer au moins un sinologue. Je ne parle pas pour moi, rassurez-vous. Mais de ce point de vue-là aussi, il y a eu une tradition française qui manifestement n'a pas été reconduite. C'est quand même assez navrant, alors que les grands commis de l'État travaillant à la cellule diplomatique de l'Élysée étaient souvent des sinologues, précisément. Je pense bien sûr à Jean-David Lévy, hein, entre autres exemples. Ceci ne s'est pas poursuivi. Donc, ça pose quand même un gros problème, c'est-à-dire que raisonnablement, à l'exception notable du Quai d'Orsay, où vous avez des gens très compétents, à l'Élysée, vous avez un angle mort. Et quel angle mort? C'est-à-dire la Chine. Bon. Donc là, il faudrait peut-être le combler, c'est quand même un enjeu assez considérable. Et on aura beau dire tout ce que l'on voudra de la présidence Trump, Trump savait, quant à lui, plutôt bien s'entourer en matière de sinologie, précisément. Donc, de ce point de vue-là, la France peut très bien combler son retard. Il n'y a pas de difficulté pourvu qu'on le veuille, bien sûr. Et puis, l'autre aspect des choses, c'est la diplomatie informelle. Et bien sûr, les parlementaires ont un rôle absolument crucial à jouer. À mon avis, il n'est pas suffisamment exploité, non plus que celui qui pourrait être exercé par les municipalités, qui devraient bien davantage repenser leur partenariat en termes de jumelage, qui souvent est lettre morte et ne s'adresse qu'à l'Europe et à l'Allemagne en particulier. Mais on sait bien que là aussi, dans ce domaine, tout reste à refaire d'une manière générale. Hein. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, justement, les sociétés civiles, via leurs représentants, ne sont pas, à mon avis, suffisamment sollicitées. Et puis, il y a un autre travail, c'est celui, là encore, de la formation, qui passe, la formation telle que je la conçois, qui passe par une synergie entre universitaires, mais aussi hommes d'affaires, en termes de formation continue. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas la Chine, vous ne connaissez pas Taïwan, eh bien, qu'à cela ne tienne, il faut que des parlementaires, associés en cela à des chambres de commerce et d'industrie, puissent pour vous organiser des learning expeditions pour vous sensibiliser aux questions chinoises, japonaises, que sais-je encore. Et là, il y a un gros travail de sensibilisation à faire, d'autant qu'on a une communauté précisément d'expatriés dans cette partie du monde qui ne demande pas mieux que d'aider. Donc, il faut créer cette synergie. Et ça ne viendra pas du seul pouvoir régalien, il faut que les gens se prennent en charge. Et ça me paraît évidemment absolument essentiel. Et donc, in fine, il faut travailler. C'est clair, on ne s'improvise pas. Merci beaucoup, Emmanuel Linco, c'était tout à fait passionnant. Et nous continuerons ces entretiens au sein du Club France Initiative. À très vite.